Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire sur la présentation des critères d'obtention du label Clé verte. Il s'agit d'un webinaire d'une série de webinaires durant tout le mois de novembre afin de vous présenter les critères d'obtention du label. Pour ce webinaire sur la politique environnementale et cadre de vie, vous êtes avec moi, Yahaya Dayaou, et mon collègue Pablo Courbesi, tous les deux chargés de mission à la Clé verte. Donc, le webinaire est enregistré, vos caméras et micros sont coupés. Si vous avez des questions durant durant tout le webinaire, nous vous demandons de les écrire sur l'espace chat ou en questions-réponses. Nous aurons un temps de réponse vers la fin du webinaire. Et donc, sur cette slide, on vous présente l'équipe Clé verte actuellement constituée de notre directrice, la directrice du label, de 3 chefs de groupe et 6 chargés de mission. L'équipe s'agrandit pour 2025. Nous avons recruté 7 chargés de mission qui, tout comme nous, auront des chaînes et des territoires à gérer et seront potentiellement vos points de contact à la Clé verte. Et comme chaque année, nous recrutons des animateurs et animatrices qui sont nos équipes renforts, qui nous accompagnent dans l'étude des dossiers et accompagnent les établissements dans leur processus de labellisation. Et donc, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter et comprendre ensemble les critères portant sur les familles de critères politiques, environnementales et cadre de vie. Donc, il s'agira de lire les critères ensemble, les définir ensemble et aussi définir les attentes en termes de justification des critères. Donc, je laisse la parole à Pablo pour la première partie du webinaire. Merci Daya. Donc la première grande thématique, c'est la politique environnementale et sociale. Et chaque grande thématique, vous le verrez, se divise en sous-thématiques. Donc dans cette grande famille, il y en a 3, la gestion environnementale de l'établissement, des questions sur sa responsabilité sociale, et enfin une thématique qui concerne la formation des employés des parties prenantes. Vous le verrez aussi, il y a 2 niveaux de critères, il y a les critères dits impératifs et les critères dits conseillés. Vous voyez aussi que ce n'est pas le même nombre en fonction de la typologie de l'établissement, que chaque critère s'adapte aux particularités des différentes typologies. Donc certains critères seront non applicables pour certaines typologies ou non impératifs. Donc la première sous-thématique, c'est la gestion environnementale et le but, c'est d'asseoir la démarche de l'établissement sur des bases solides et pérennes. Le tout premier critère de la grille des critères Clé verte, c'est donc la rédaction de la charte environnementale. Il faut qu'elle soit écrite et diffusée au sein de l'établissement. Pour ça, vous avez 2 possibilités. Soit vous mettez en place un fichier PDF. Dans ce cas-là, si c'est une version uniquement numérique, il faudra bien que vous ajoutez aux critères le QR code, la photo du QR code qui permet d'y accéder. Ou si c'est un affichage sur une télé, par exemple, vous pouvez bien afficher sur une télé, mais il faut bien la photo de l'affichage sur la télévision. Et dans tous les cas, que ce soit sous format QR code ou via un écran de télévision, il faut que ce soit accessible en maximum 3 clics pour le client. Vous pouvez aussi l'afficher, l'imprimer et l'afficher dans l'établissement. Et dans ce cas-là, on vous demandera d'ajouter la photo in situ de l'affichage. Cette charte, c'est le document qui retrace et compile votre démarche environnementale, la motivation de votre démarche et les grandes actions que vous avez déjà réalisées. C'est là-dedans que vous allez renseigner pourquoi vous vous engagez, est-ce que vous avez fait déjà des premières actions, est-ce que vous avez un plan pour l'avenir. Voilà. Il y a un modèle de charte qui est disponible sur l'espace Clé verte, donc sur votre espace professionnel personnel, que vous pouvez télécharger et adapter à votre établissement. Ce qui est aussi important de noter, c'est que ce document il doit être personnalisé pour votre établissement en particulier. Si vous appartenez à une chaîne ou à un groupe, nous n'acceptons pas un document générique pour la chaîne et le groupe. Il faudra que vous pouvez vous baser sur celui de votre chaîne ou de votre groupe, mais il faut bien le personnaliser avec votre engagement et vos actions. Le second critère qui est aussi impératif pour tous les types d'établissements, c'est de rédiger un plan d'action. Dans ce plan d'action, vous pouvez le fournir sous différents modèles. Il y a un modèle pré-rempli sur l'espace Clé verte avec un tableau dans lequel vous pouvez renseigner la thématique, l'action en place, l'échéance et le bénéfice que vous estimez obtenir grâce à cette action. Mais vous pouvez aussi le renseigner il y a un espace avec un champ libre pour écrire librement votre plan d'action.
Et on accepte aussi des pièces jointes, par exemple sous format Excel. Ce qu'on demande dedans, c'est au minimum 3 actions, avec des dates précises de réalisation comme objectif. Il faut au moins une action sur l'année en cours pour les candidats. Et pour tous les établissements qui sont lauréats, on va vous demander de prévoir donc sur un temps plus long, avec au moins des actions sur les années, ce qu'on appelle l'année N+2 et N+3, c'est-à-dire dans 2 ans et dans 3 ans. Le but, c'est vraiment de vous projeter et que vous commenciez à prévoir sur un temps long votre démarche d'amélioration continue. Dedans, vous pouvez mettre des critères impératifs qui ne sont pas satisfaits à jour. Par contre, il faudra bien préciser une échéance pour l'année à venir, parce que tous les critères impératifs seront exigés pour être labellisés. Le quatrième critère de cette sous-thématique, c'est on vous demande de désigner dans l'équipe une personne qui sera référente sur la gestion environnementale. Cette personne de l'équipe, ça va être un membre permanent, c'est-à-dire quelqu'un qui est en CDI. Ça ne peut pas être un contrat saisonnier, ou un intérimaire, ou un stagiaire. Le but de cette exigence, c'est que la démarche soit pérenne. Il ne faut pas qu'à chaque renouvellement de poste, il y ait besoin de faire une passation et avec le risque qu'une partie de la démarche se perde. Donc, on vous demandera de préciser qui est cette personne et quel est son rôle au sein de l'établissement. Le quatrième critère de cette thématique, c'est on va vous demander de mettre en place 2 collaborations actives avec des associations ou des acteurs du territoire. Pour ça, il y a plusieurs thématiques qu'on vous invite à privilégier. Donc ça peut être des actions en faveur de l'environnement, des questions sociales, des droits de l'homme, la santé, la justice sociale, l'égalité des droits et des chances, les questions culturelles, l'éducation ou encore les risques et la gestion de crise. C'est des grandes thématiques, mais vous êtes libre, si vous avez l'impression que votre action ne rentre pas tout à fait là-dedans, à nous la présenter quand même et à nous expliquer pourquoi, selon vous, elle s'inscrit dans une démarche de développement durable. Quelles actions vous pouvez mettre en œuvre dans ces buts-là? Là encore, on vous propose une liste, mais elle n'est pas exhaustive et vous pouvez bien sûr, si vous avez d'autres idées, nous les soumettre. On a par exemple des établissements qui participent avec leurs équipes à des journées de bénévolat. D'autres établissements réalisent des dons financiers ou matériels, peuvent prêter des salles à des associations, peuvent avoir des collaborations avec des musées pour mettre en place des tarifs privilégiés pour leurs clients. Vous pouvez aussi participer à des manifestations culturelles, par exemple des festivals ou des festivités dans votre territoire avec lesquelles vous allez collaborer avec les organismes qui les organisent pour accueillir des intervenants, par exemple. Il y a aussi des établissements qui accueillent des publics scolaires ou des étudiants pour présenter la démarche durable de l'établissement, d'autres encore qui mettent en place des collectes ou d'autres qui ont des conventions avec des structures qui font de l'hébergement d'urgence. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'on va vous demander, dans ces actions-là, on vous demande 2. Par contre, les 2 ne peuvent pas être des dons financiers ou matériels. On vous demande d'avoir au moins une action qui soit un peu plus forte et qui implique un peu plus l'établissement que seulement réaliser un don. Donc, vous pourrez valider avec un don, plus une participation, par exemple, à une journée de bénévolat, mais 2 dons, même s'ils sont un financier et un matériel, ne pourra pas justifier ce critère. C'est comme pour la charte environnementale, si votre groupe ou votre chaîne met en place des actions de collaboration au niveau national, ça peut rentrer dans ce critère-là. Par contre, il faudra bien que vous justifiez la déclinaison au sein de votre établissement de cette action. Pour justifier ce critère, vous pouvez ajouter des contrats, des conventions, des échanges de mails avec les organismes avec lesquels vous travaillez, des photos, des communications que vous avez faites. Voilà, tout ce qui peut prouver que l'action a eu lieu dans l'année en cours et voilà, qu'elle était conséquente. Je passe la parole à Yahya pour la sous-thématique suivante. Alors la sous-thématique responsabilité, sociale, l'objectif est d'introduire dans votre démarche l'aspect social et sociétal du développement durable. Donc, bah, 1er critère, il s'agit de mesurer l'empreinte carbone de votre établissement. Mesurer ou estimer, effectuer un calcul de l'empreinte carbone, de votre établissement. Le critère est impératif pour les hôtels et les auberges de jeunesse et conseillé à ce jour pour les campings, résidences de tourisme, villages vacances et autres typologies d'établissements. Sachant que, nous ambitionnons de rendre obligatoire, de rendre, impératif le critère pour les restaurants, les résidences de tourisme et villages vacances. Donc pour valider ce critère, vous pouvez soit utiliser, l'outil Clevert qui est, un outil mis à disposition par Greenkey gratuitement. Vous pouvez, l'utiliser vous avez un lien sur la notice du critère 5 qui vous permet d'aller directement sur,
l'outil en question. Vous pouvez aussi utiliser d'autres, outils tels que, effectuer le calcul de votre empreinte carbone, l'étiquette environnementale de votre établissement, ainsi de suite. Donc, plus spécifiquement pour les restaurants, nous vous recommandons d'utiliser, les modules bons pour le climat, étiquetables, FIG. Donc, à noter que quel que soit l'outil que vous avez utilisé, nous vous demandons de renseigner obligatoirement le résultat dans l'onglet «Mes indicateurs». Donc, vous avez, encore une fois, un lien qui vous redirige directement sur cet espace permettant de renseigner cette information. Le critère suivant vous demande, de vous fixer des objectifs de réduction ou des actions de réduction de compensation des émissions de gaz à effet de serre. Heu, le critère est conseillé pour l'ensemble des, typologies d'établissements et le critère on vous demande au préalable d'avoir calculé votre empreinte carbone et non seulement effectué une estimation de votre, empreinte carbone. Donc le critère vous demande de formuler des objectifs concrets de réduction et une date d'atteinte de ces objectifs, de lister les actions nécessaires pour atteindre ces objectifs et d'organiser un plan de suivi avec des actions et leur impact. Dans le cas d'un plan qui est mené par, le siège de votre groupe ou de votre chaîne, il faudra fournir ce plan et préciser l'implication de votre, établissement. Le critère suivant vous demande à ce que l'établissement soit neutre en carbone. Donc ce critère peut être validé qu'en présentant bien sûr le résultat de l'étude d'un expert externe. Donc pour connaître, les conditions d'un tel avis, vous pouvez consulter la notice du critère. Le critère suivant vous demande, de faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap pour au moins 2 types de handicap. Mmh, le critère, vous demande, comme je le disais, de prendre en compte 2 types de handicap, que ça soit la mobilité, handicap auditif, mental et visuel. Les actions qui doivent être mises en place, doivent être retrouvées tout au long du parcours client, que ça soit à l'accueil, circulation au sein de l'établissement, dans les locatifs, les sanitaires et aussi dans les espaces de restauration. Ce qui veut dire que lorsque, par exemple, au sein de votre établissement, vous avez uniquement des toilettes ou des salles de bain, heu, PMR, ça ne va pas suffire pour valider le critère. Il faudra que durant tout le parcours du client, tous ces, enfin, que des, initiatives soient mises en place pour faciliter, pour au minimum 2 types de handicap. Vous pouvez valider ce critère lorsque vous êtes, labellisé, tourisme et handicap, par exemple. Le critère qui suit, un autre critère conseillé pour l'ensemble des grilles, pour l'ensemble des typologies d'établissements, vous demande 2 initiatives à dimension sociale en faveur des clients et ou du personnel. Donc, à titre d'exemple, on peut vous lister une, liste non exhaustive que vous pouvez retrouver sur la notice du critère. Donc, par exemple, dépasser les exigences législatives pour l'embauche des personnels en situation de handicap, proposer des avantages en nature à vos salariés, au-delà des obligations légales, bien sûr. Proposer des cafés ou plages suspendus pour certains clients en difficulté économique, donc permettre à des clients de payer, en plus de leur propre consommation, un plat ou une boisson qui profitera à un inconnu dans le besoin. Donc ça, c'est pour, les hébergements. Pour le restaurant, vous pouvez, par exemple, proposer, d'arrondir l'addition au profil d'une association. Vous pouvez proposer, de passer des plateformes de livraison proposant des contrats CDI ou CDD aux livreurs, de dépasser les exigences législatives, encore une fois, pour l'embauche du personnel, présentant des situations handicap. Hem Encore une fois, la liste qu'on vous présente est non exhaustive et si vous avez d'autres idées, on pourra bien sûr les recevoir
Il faudra bien les décrire en commentaire, les justifier avec des pièces jointes. Voilà, les listes sont non exhaustives. Et en parlant de justificatifs, pour justifier la validité de ce critère, on vous demande si vous avez effectué des dons de transmettre les attestations de dons ou les échanges avec les ressourceries ou associations locales, les contrats s'il s'agit de partenariats dans le long terme. On vous demande de présenter aussi votre programme d'animation à l'auditeur durant la visite d'audit. Ouais. Alors, Pour les critères 3 et 4 de la slide. La sous-thématique suivante concerne la formation des employés et des parties prenantes. Donc, le premier critère de cette sous-thématique est impératif pour toutes les catégories d'établissements. On vous demande que la personne qui est nommée responsable environnement, celle dont on parlait tout à l'heure, soit formée sur les enjeux environnementaux. Mais il y a plusieurs sous-cas qu'il faut retenir sur ce critère. Le critère il sera non applicable si vous avez moins de 5 salariés. Et il faut bien compter dans les salariés, là pour le coup, on va compter les temps partiels, les intérimaires et les saisonniers et la gérante. Donc si votre équipe au total et sur l'année représente moins de 5 personnes, le critère sera non applicable. Par contre, si vous avez 5 salariés ou plus, là il y a encore deux cas de figure. Si votre établissement comporte moins de 50 locatifs ou de 50 chambres, donc enfin, jusqu'à 49, on va accepter que vous ayez une formation autodidacte. Pour cela, il faudra bien que vous justifiez quelles ressources vous avez consultées pour vous former. Ça peut être des MOOC, des conférences, des ouvrages sur le tourisme durable, des vidéos sur Internet. Voilà, il y a plein de ressources qui peuvent être utilisées et on pourra vous aider là-dessus à en trouver. Par contre, il faudra bien que vous justifiez en commentaire, que vous listiez lesquels vous avez consultés et ce que vous en avez retenu. Si vous avez plus de 50 locatifs ou de 50 chambres, on va vous demander impérativement de suivre une formation de 7 heures minimum avec un organisme externe. Et il faut que cette formation aborde les différentes thématiques de la gestion durable. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle aborde la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie et la gestion des déchets. Si vous faites une formation de 7 heures uniquement sur la gestion de l'eau, ça ne validera pas le critère non plus. Cette formation, vous devez avoir la réalisée il y a moins de 10 ans. Enfin, s'il y a un changement de référent d'une année sur l'autre, il faudra bien sûr renouveler cette formation. Pour trouver des organismes qui peuvent vous aider à faire cette formation, il y a une liste d'organismes référencés sur la plateforme Clevert dont la formation a été validée par notre équipe. Vous pouvez les retrouver en cliquant sur Outils et bonnes pratiques dans la notice du critère, enfin juste en dessous de la notice du critère. Le critère suivant concerne uniquement les hôtels, les auberges de jeunesse, les campings, les résidences de tourisme et les villages vacances. On va vous demander d'organiser au moins une fois par an des réunions sur les orientations environnementales de l'établissement. Le but de ce critère-là, c'est que vous ayez informé votre équipe de votre démarche et de ce que vous mettez en place. Donc pour ça, il faudra justifier avec, par exemple, des fiches de réunion, des comptes rendus et des ordres du jour. On va aussi vous demander d'avoir une réunion au moins une fois par an entre le responsable de l'environnement du site et la direction. Si le responsable de l'environnement est le membre de la direction, dans ce cas-là, le critère est non applicable. Le but de ce critère, c'est que nous, on s'assure que le référent ou la référente environnement ne travaille pas seul et qu'elle est bien soutenue par sa direction. Le critère suivant sur l'information recoupe un peu ce que je disais tout à l'heure. On va vous demander donc de communiquer à votre équipe votre démarche pour qu'ils soient informés de ce que c'est la clé verte, de ce que c'est le tourisme durable et les actions qui sont en cours. Sur les critères suivants, là, donc tout à l'heure on parlait d'information, là on va parler de formation. La formation des employés aux enjeux de développement durable de l'établissement. La différence avec la formation du référent, c'est qu'on ne va pas demander de formation externe d'un minimum de 7 heures. C'est une formation que vous pouvez réaliser en interne. Il faudra bien nous justifier de quelle manière vous avez formé vos salariés. Nous, ce qu'on recommande, et ce qu'on demande le plus souvent, c'est que pour chaque service de votre établissement, vous rédigiez, par exemple, des notes de service avec des éco-gestes à appliquer au poste. Voilà, avec des consignes, par exemple, sur la gestion de l'eau, la gestion des déchets, de l'énergie, des personnes en cuisine, du personnel d'étage, du personnel d'accueil. Mais vous pouvez aussi l'organiser lors d'une réunion annuelle si vous arrivez à réunir tous vos salariés en même temps. Le critère suivant, c'est le dernier critère de la première grande famille de critères. On vous demande de mettre en place des affichages, des instructions sur les programmes écologiques pour les lave-linges et lave-vaisselle.
Là, il y aura aussi des modèles qui seront disponibles sur la plateforme Clevert que vous pourrez télécharger dans Outils et bonnes pratiques du critère. Et là, on va vous demander donc de diffuser et d'afficher dans votre établissement, à côté des équipements du personnel, des bons réflexes et des éco-gestes à adopter dans l'utilisation de ces appareils-là, pour éviter du gaspillage en eau et en énergie. C'est un critère qui sera impératif pour les hôtels, les auberges de jeunesse, les campings, les résidences de tourisme et les villages vacances. Voilà, on a fait le tour de la première grande famille, on va pouvoir passer au cadre de vie. Donc, le cadre de vie, vous verrez dans le questionnaire Clever, c'est la dernière grande famille des critères. C'est celle qui concerne un peu votre impact sur le milieu extérieur et les produits que vous utilisez en intérieur, en extérieur. La première sous-thématique de cette catégorie concerne la gestion intérieure de votre établissement. Le but, c'est d'offrir une qualité d'air sain à votre clientèle et aussi, bien sûr, à votre personnel. On va vous demander, et c'est un critère impératif qui sera normalement retrouvé assez facilement dans l'établissement, que dans au moins 75% de vos locatifs, le tabagisme soit interdit. Pour justifier de cette interdiction vis-à-vis de la clé verte, vous pouvez soit présenter dans vos conditions générales de vente, s'il y a cette mention qui est bien précise de l'interdiction de fumer, mais ça peut être aussi sous la forme d'affichage dans l'établissement ou alors de rappel lors des réservations. Il ne faut pas oublier que ça concerne aussi la cigarette électronique. Le critère suivant est un critère conseillé pour tous les types d'établissements. On va vous demander de limiter l'usage des parfums d'intérieur et de préférer l'aération naturelle. Donc, on va vous demander de préciser dans quel cas vous utilisez des parfums et vraiment de limiter ça aux cas les plus nécessaires. Lorsque ce n'est pas possible, on va vous inviter à utiliser des produits portant une certification ou un label écologique, ou alors à chasser les mauvaises odeurs à l'aide de produits naturels, par exemple des eaux florales sans traitement chimique. Le critère suivant, le dernier de cette sous-thématique, on va vous inviter à contrôler régulièrement la qualité de l'air intérieur. Pour ça, pour la valider, il faudra joindre les mesures réalisées par un organisme externe accrédité. Il faut bien retenir que ce que beaucoup d'établissements font maintenant, la mesure seulement de la teneur en CO2 ne suffit pas à valider ce critère. Il faut que vous ayez un spectre plus large sur les différents polluants et les choses qui peuvent entraîner par exemple des allergies, euh, affaiblir voilà, les systèmes respiratoires. Donc, il faut vraiment avoir un spectre large. Et donc ça, on vous conseille de passer par des organismes externes accrédités qui savent le faire. Alors, la sous-catégorie espace extérieur de la grande famille des critères cadres de vie a pour objectif d'offrir des espaces extérieurs sains et qualitatifs au sein de votre établissement, mais aussi de permettre une réconnexion avec la biodiversité ou la nature. Donc, le premier critère qui est impératif pour toutes les typologies d'établissements vous demande la non-utilisation de pesticides et d'engrais chimiques. Donc, le critère est non applicable uniquement si vous n'avez pas d'espace vert au sein de votre établissement. Vous n'avez pas non plus des balcons fleuris ou des jardinières. Donc, pour valider ce critère, si l'entretien de vos espaces verts est effectué en interne, nous vous demandons de fournir une description des actions mises en place et des méthodes utilisées permettant de s'assurer que vous n'utilisez pas des pesticides. Donc, nous vous demandons aussi de fournir le descriptif du poste de la personne en charge de cet entretien. Et nous vous conseillons, vous le verrez lors du webinaire haut, que ce document descriptif soit centralisé avec un autre critère qui concerne l'arrosage de vos espaces verts. Donc, si l'entretien de vos espaces verts est effectué en externe, si vous faites appel à un prestataire externe, nous vous demandons de fournir l'attestation ou le justificatif du prestataire, le contrat ou l'engagement du prestataire qui justifie le non-usage de pesticides ou d'engrais chimiques. Dans le cas où l'utilisation d'engrais ou de pesticides est nécessaire, nous vous demandons d'être conforme à la réglementation et notamment d'utiliser exclusivement des produits qui sont certifiés utilisables en agriculture biologique.
Le critère suivant, les tondeuses à gazon nouvellement acquises ont un moindre impact sur l'environnement, un critère qui est impératif pour l'ensemble des typologies d'établissements. Le critère est non applicable si vous n'avez pas des espaces verts au sein de votre établissement et si vous n'avez effectué aucun achat durant les 12 derniers mois. Si vous êtes lauréat, si vous êtes candidat, si vous n'avez pas effectué d'achat avant votre candidature au label Clé verte. Le critère est aussi non applicable si, si vos espaces verts ont une superficie supérieure à 4000 mètres cubes. Heu, alors qu'est-ce qu'une tondeuse avec un impact, moindre sur l'environnement? C'est généralement les tondeuses électriques ou manuelles ou les tondeuses, catalysées. Donc pour justifier la validité de ce critère, nous vous demandons de transmettre, la facture d'achat et la fiche technique si possible du matériel acheté. Si encore une fois l'entretien de vos espaces verts est effectué par un prestataire externe, nous vous demandons de transmettre l'engagement du prestataire qui démontre quelles sont les méthodes et outils utilisés pour l'attente de vos espaces. Heu L'autre critère, qui est conseillé uniquement pour les restaurants et donc ne figure pas sur les grilles de critères des autres typologies d'établissements, vous demande à ce que l'établissement a un jardin potager ou un jardin de plantes aromatiques local. Donc, pour justifier, la validité du critère, on va vous demander de transmettre des photos de votre petit jardin potager et ce sera vérifié durant la visite de type. Et dernier critère, sur cette, sous-famille des espaces extérieurs, qui est l'un des critères, qu'on entend le plus parler à la clé verte. C'est un critère qui vous demande de mettre en place 2 initiatives pour la protection de la biodiversité au sein de votre territoire. Donc, pour valider ce critère, vous devez, justifier impérativement de 2 mesures prises pour protéger la biodiversité locale, que ça soit au sein de votre établissement ou, si vous n'avez pas la possibilité de protéger la biodiversité au sein de l'établissement, vous pouvez protéger la biodiversité locale et on attend au plus large le rayonnement régional. À titre d'exemple, le parrainage, par exemple, ou la contribution pour la protection des ours polaires ne permettra malheureusement pas de valider ce critère ou les dons pour le reboisement d'une forêt à Madagascar ne permettront malheureusement pas de valider ce critère. Pour valider ce critère, vous pouvez effectuer des dons ou mettre en place des actions avec impact heu au niveau, local et comme le critère 4, vous ne pouvez pas valider ce critère avec 2 dons. Des initiatives doit être beaucoup plus engageante et l'autre initiative un don. Dans le cas où votre établissement est situé en milieu ultra-urbain et que vous ne disposez pas d'espace vert, la clé verte a une tolérance pour la mise en place d'une action. Donc, vous pouvez valider le critère avec une action, mais vous devez vous engager et justifier que vous êtes en cours de recherche d'une autre initiative qui sera vérifiée qui sera vérifiée l'année suivante. Donc ce critère s'applique même si la gestion de vos espaces verts est sous-traitée et à titre d'exemple, voici une liste d'actions qui ont permis de valider ce critère. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, donc si encore une fois, si vous avez des initiatives pour valider ce critère, n'hésitez pas à nous informer en amont, à rajouter le plus d'informations en commentaire. Vous pouvez valider ce critère, lorsque vous végétalisez ou ensauvagez, au minimum 20 de la superficie totale de votre établissement afin d'accueillir la faune ou la flore, sauvage. Vous pouvez valider ce critère lorsque vous mettez en place des installations qui vont permettre d'accueillir la biodiversité
sur place, que ce soit des nichoirs à oiseaux ou des hôtels à insectes. Faire attention sur cette initiative. On vous demande de vous faire accompagner par une association ou une structure de conservation de la biodiversité locale afin de vous assurer que les habitats mis en place, les infrastructures mises en place permettent effectivement de protéger ou d'accueillir la biodiversité locale et non une biodiversité et, exotique. Donc, Oui, on passe je comprends. au Il nous reste 3 derniers critères sur les espaces extérieurs. 3 critères qui sont conseillés et pas pour tous les types d'établissements. Le premier, on vous encourage à limiter les déplacements en voiture dans l'établissement pour les clients et les fournisseurs, et notamment à couper le moteur lors des livraisons. C'est un critère qui est conseillé pour les hôtels, les auberges de jeunesse, camping, résidences de tourisme, villages de vacances, chambres d'hôtes, gîtes et meublés, et qui sera bien sûr non applicable s'il n'y a pas enfin, s'il n'y a pas de possibilité de circulation en véhicule dans l'établissement, ou s'il n'y avait pas de place de parking pour les livraisons. Pour ça, vous pouvez aussi, pour encourager notamment les fournisseurs à couper leur moteur lors des livraisons, bien le rappeler lors des commandes ou lors des contrats. Le critère conseillé suivant concerne donc le déplacement du personnel dans l'établissement. Donc là, ça va concerner seulement le camping, les résidences de tourisme et les villages vacances. Encore une fois, sera non applicable s'il n'y a pas la possibilité de se déplacer en véhicule dans l'établissement. Et donc, on va vous inciter à permettre au personnel de se déplacer autrement, par rapport en vélo, en trottinette, voilà, ou à pied, voilà, pour éviter l'usage de véhicules à moteur thermique. Le dernier critère, qui est un critère conseillé, qui est uniquement pour les restaurants, c'est l'établissement privilégie la mobilité non motorisée ou utilise des véhicules motorisés écologiques. Là, on va penser plus loin que les déplacements dans l'établissement. Ça va être pour les achats, pour aller chercher des produits alimentaires. Si votre établissement dispose, il y a des établissements qui disposent de vélos cargo pour faire leurs courses, des choses comme ça. Si vous avez d'autres moyens de transport que des véhicules thermiques, voilà, c'est un critère conseillé que vous pourrez justifier en précisant comment se déplacent vos collaborateurs lorsqu'ils vont à l'extérieur de l'établissement. On a fait le tour, merci beaucoup. On va pouvoir prendre des questions. On a été assez rapide pour avoir le temps d'aborder toutes vos questions. Alors, la première question, c'était la question d'Eric, qui demandait: Bonjour, notre engagement est affiché sur notre site, est-ce valable? Alors, s'il est sur votre site internet, ça ne sera pas suffisant. Il faut soit que vous le rajoutez avec un affichage dans l'établissement, soit que vous renvoyez les clients vers cette page internet, mais il faudra que dans ce cas-là, qu'il y ait des affichages avec des QR codes dans l'établissement. Et comme on vous l'a dit, le QR code doit accéder à une page qui, en moins de 3 clics, permet d'accéder aux engagements environnementaux. Et les QR codes, il faut bien qu'ils soient identifiés vers quoi ils amènent. Ça peut être un QR code perdu dans une chambre, il faut bien qu'il y ait écrit, par exemple, flasher ce code pour accéder à nos engagements environnementaux. Il faut bien que ça soit identifié, sinon les clients vont passer à côté. Le décret tertiaire peut être suffisant. Alors, je ne sais plus de quels critères on parlait exactement. Peut-être que Stéphane Arrête peut repréciser sa question. Marie Lebris demande si un don à SOS Village d'enfants serait OK. Ça peut être OK si le don, alors, le don à des structures nationales, on va vous demander de vérifier avec la structure s'il n'y a pas la possibilité de faire un don à une antenne locale d'une structure nationale. Par exemple, on a des dons à la LPO, on va s'assurer que le don soit ciblé à l'antenne locale de la LPO. Donc voilà, si vous êtes un don à SOS Village d'enfants, il faudra vérifier que vous pouvez cibler pour avoir un ancrage territorial, une antenne locale. Je vais continuer peut-être? Des associations, une question de Paul Boucherie, pardon. Des associations qui collectent des déchets, ça marche quand même, exemple révalorisation de mégots. Pour l'exemple des mégots, malheureusement, ça ne permet pas de valider le critère sur les collaborations actives, parce que nous avons un critère qui concerne les déchets dangereux, dont les mégots, et les collaborations avec ces associations permettent de valider ce critère-là et non ce critère sur les collaborations actives.
Alors, on est davantage dans un service que dans une collaboration voilà, un peu désintéressée dans le but de servir le développement durable. Un référent pour deux établissements, est-ce possible? Alors, en théorie, non. Il y a des très cas particuliers dans lesquels on va pouvoir accepter ça. Ça va être le cas, par exemple, ce qu'on appelle les combos, par exemple, des établissements qui partagent dans les mêmes murs deux établissements, ou alors ça peut arriver aussi très rarement, par exemple de camping jumeaux qui se font face d'un côté à l'autre de la route, mais on va bien demander que le référent soit présent dans l'établissement dans la semaine. Voilà, ça peut pas être un référent au niveau régional d'un groupe, par exemple, qui gère le dossier de deux établissements dans deux villes différentes. Ça, c'est pas possible. Il faut vraiment que la personne ait dans sa charge de travail normale de passer du temps dans l'établissement. Pour le bilan carbone, est-ce qu'un bilan gaz à effet de serre, OK, notamment par la plateforme de l'ADEME? Oui, tout à fait. Il faudra bien amener le justificatif, préciser par quelle plateforme vous l'avez fait, mais si vous pouvez télécharger le justificatif, il n'y a pas de souci. Pour la question sur l'empreinte carbone, l'outil HCMI est donc du calcul scope 1 et 2 seulement, est-ce qu'il suffit? Oui, tout à fait. Donc l'outil a été développé par GreenKey, qui est donc la coordination internationale du label, et il faudra bien télécharger le résultat à la fin et l'ajouter en pièce jointe et ajouter le chiffre à laquelle vous êtes arrivé dans l'outil Mes indicateurs, mais bien sûr qu'il fonctionne. Est-ce que les outils de calcul d'empreinte carbone mis en place par les chaînes hôtelières sont autorisés? Oui, à partir du moment où vous justifiez que le calcul a été fait, que vous justifiez quels sont les postes d'émission qui sont pris en compte dans votre calcul, oui, vous pouvez très bien, valider ces critères. Est-ce que les points conseillés apportent quelque chose de plus à l'évaluation ou est-ce qu'ils sont juste là pour préparer des futurs critères obligatoires? Peut-être. Alors, les critères conseillés ne sont pas obligatoires pour l'obtention du label. Ils sont là pour vous accompagner, dans un objectif d'amélioration continue dans le cadre de votre processus de labellisation. Toutefois, lorsqu'un candidat ou lorsqu'un établissement arrive à valider près de 40 des critères conseillés, et qu'il est labellisé, il peut être valorisé en étant labellisé avec les encouragements du jury pour les 40 et les félicitations du jury pour les 60. Donc ce sont des valorisations qui nous permettent, nous, après l'équipe Clé Verte, lorsque nous avons besoin de valoriser les démarches des établissements, nous choisissons prioritairement les établissements qui sont allés plus loin, donc les établissements qui sont labellisés avec les félicitations et ou les encouragements du jury. Marie Lebris qui demande acceptation NCV OK. J'imagine que c'est pour le critère sur les initiatives en faveur de la clientèle, et c'est bien le cas. Céline Delatte demande, titulaire d'un master spécialisé tourisme durable, est-ce validé? Oui, ça peut l'être, il faudra bien fournir le diplôme. Voilà, nous, on vérifiera qu'il n'est pas trop ancien parce que c'est pas qu'on ne croit pas vos capacités, mais c'est que c'est un domaine qui se renouvelle très souvent, donc c'est aussi intéressant de faire des mises à jour. Mais voilà, si vous nous fournissez le diplôme et un peu le contenu de vos enseignements, ça pourra marcher. Marie Lebris qui demande School for Change, est-ce que c'est OK? Oui, c'est bien OK. Il faudra joindre l'attestation de suivi des modules qui concernent notamment la clé verte. Et juste, une petite information supplémentaire pour School for Change, il faudra transmettre le certificat, de la formation éco-certification au sein de mon hôtel ou, donc parce que de ce que j'ai compris, School of Change, vous avez plusieurs formations. Donc, par exemple, la formation changement climatique ne permet pas de valider le critère. Il faudra impérativement transmettre, votre Mm. certificat pour le suivi de la formation éco-certification au sein de mon établissement. Groupe de travail clé verte valide le critère sur les orientations. Encore une fois, je ne sais plus de quel critère vous parlez. Si vous parlez des réunions annuelles, enfin des réunions avec la direction du référent environnement, oui, si vous avez créé un groupe de travail au sein de l'établissement et que vous nous joignez les comptes rendus ou les ordres du jour ou le planning, voilà, comme ça, nous, on s'assure que le référent travaille bien avec sa direction. Si c'est pour ce critère-là, ça pourra valider, il n'y a pas de souci. Au moins une fois par an, pas plus. Alors, on est peut-être sur le même point.
Plus, bien sûr, on l'invite. Nous, voilà, on va valider le critère à partir du moment où on sait qu'il y a au moins un point qui a été fait dans l'année. Et sur les autres critères, ceux de l'information du personnel ou de la formation, on va accepter une fois par an si vous pouvez faire l'ensemble du personnel en une fois. Mais si vous avez des saisonniers, par exemple, pour la formation du personnel ou pour son information, il faudra renouveler la formation pour que l'ensemble des personnes qui travaillent dans l'établissement puissent être informées et formées. Donc voilà, ça va dépendre de votre établissement et de est-ce que vous avez un rythme saisonnier dans l'accueil du personnel. Si nous ne sommes que deux dans l'entreprise, comment faire pour la partie formation? Si vous êtes que deux, le critère sera non applicable. Une seule réunion par an avec les salariés suffit pour valider le critère. Oui, comme le disait Pablo, on vous invite à en faire plusieurs, mais une réunion permet de valider le critère. Sachant que l'objectif du critère est aussi de permettre aux salariés d'effectuer des suggestions sur la démarche environnementale, quelles sont les actions qui peuvent être mises en place. Pour les candidats, peut-on uniquement mettre des critères impératifs pas encore validés dans notre plan d'action, ou faut-il aussi d'autres critères conseillés pour les années suivantes? Alors pour les candidats, on va accepter si vous avez des critères impératifs dans votre plan d'action. Nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est de commencer tout de suite à réfléchir aux critères conseillés pour les années d'après. Mais voilà, on sait bien que sur la première année, il est impératif de se concentrer sur les critères impératifs, j'ai envie de dire. Donc, euh, peut-être concentrez-vous par ça dans la première année et prévoyez. Alors ensuite, le plan d'action, si dans les années suivantes, vous n'avez pas réussi à mettre en place ce que vous avez dit, ça ne sera pas un motif de délabellisation. Vous aurez le droit de changer les échéances si vous vous rendez compte que c'était trop ambitieux ou pas assez ambitieux. Vous pouvez avancer, reculer la date. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à commencer à prévoir dans le temps tout de suite et quitte à corriger le tir plus tard. Si parfum EcoCert, OK, donc je pense que c'est pour le critère concernant, le non-usage des produits de Ouais. oui, donc oui, effectivement, comme c'est explicité sur la notice du critère, si vous n'êtes pas en mesure d'utiliser des méthodes, telles que l'aération ou le non-usage de parfum, on vous demande d'utiliser, oui, des produits qui sont porteurs d'une écocertification. Mm. On va vous demander aussi voilà, de justifier que vous avez réfléchi à faire autrement. Euh, Peut-être aussi dans les fiches de poste de personnes de ménage, de bien faire figurer le besoin d'aération des chambres, voilà, avant tout, et que le parfum, même labellisé EcoCert, reste voilà, n'est pas la base de votre démarche. Est-ce que les options apportent des points? Ça, je pense que c'est la même question sur les critères Mmh. conseillés auxquels on a répondu. Ça n'apporte pas de points, mais ça peut permettre à nous de repérer votre établissement pour le valoriser davantage. Heu 116 plantes en pot à l'extérieur sont considérées comme espaces verts. Oui, pour le critère, 116 effectivement, donc à partir du vous devez justifier que vous n'utilisez pas des produits phytosanitaires pour l'entretien de ces pots et vous n'utilisez pas non plus des engrais, chimiques. Si tondeuse électrique, cela convient pour valider le critère. Oui, si votre tondeuse est électrique, ça peut valider le critère. Il y a des détails plus techniques qui sont dans la notice du critère. Voilà, on n'a pas voulu être trop lourd avec ce genre de détails, mais on vous invite à les consulter. Il me semble bien que les tondeuses électriques peuvent valider le critère sur les achats de tondeuses. Est-ce que les plantes en pot sur le toit sont considérées comme des espaces extérieurs? Voilà, même réponse. Oui, oui, c'est pareil, pas de pesticides et pas d'engrais chimiques sur des plantes en pot sur le toit. Convention LPO convient, je présume que c'est pour le critère concernant les initiatives de protection de la biodiversité. Donc, oui, à partir du moment où vous justifiez, comme le disait Pablo, que la convention est signée avec, la LPO, locale et qu'il y a des actions qui sont menées dans le cadre de cette convention, que ça soit des dons ou des actions de mise en place, d'habitations pour, l'hébergement enfin, pour héberger de la faune, locale. Une seule action OK pour Paris. Alors, comme je le disais, effectivement, lorsque vous êtes situé dans un milieu ultra-urbain, une action permet de valider le critère, mais vous devrez aussi justifier d'une réflexion sur une seconde action qui sera vérifiée lors de l'année suivant suivant votre candidature. Quelles sont les organisations spécialisées possibles pour la protection de la biodiversité?
Alors, il y en a moult et moult. Ils sont très territorialisés. Donc, on ne pourra pas tous vous les lister là. Mais par exemple, des grandes structures, vous aurez la LPO. Et après, vous aurez des structures au niveau de votre région et votre département aussi, de votre mairie. Vous pouvez contacter votre mairie pour leur demander ces contacts-là. Vous pouvez contacter les offices de tourisme, les parcs naturels régionaux ou les parcs nationaux s'il y en a à côté de chez vous. Euh, il y a France Nature Environnement aussi qui peut vous aider, qui a des antennes locales. Après, le mieux, c'est d'en parler avec votre référent régional de la Clé Verte. Vous retrouverez donc sur le site de la Clé Verte, comme on vous l'a montré au début, on est tous référents d'une région ou de plusieurs régions, et donc on a tous une connaissance différente de la région, et on pourra vous aider à trouver peut-être un interlocuteur local plus pertinent. Via Room Directory, OK. Alors, si on parle de la charte, oui, ça peut être sur la charte. Par contre, pareil, si c'est numérique, il faut qu'il y ait un QR code et que le QR code soit bien identifié et bien fléché. Les gîtes d'étape sont considérés dans quelle catégorie d'hébergement? C'est un meublé de tourisme. J'imagine. Alors, il faudra peut-être que vous nous communiquiez un peu les détails administratifs de votre établissement, mais il y a une catégorie gîte à la Clé Verte, donc probablement dans gîte. Plus Bonjour. de. Aucune, Ah, je pense que c'était la réponse. alors, c'était la question d'avant. Peut-être qu'on peut remonter pour retrouver. C'était une question de Oui, Stéphane via Room Directory. C'était la question. Ah, des critères, ça peut être suffisant. hmm. Attendez, alors je vais remonter pour me rappeler quelle était la Q2. Le plan Le d'action. plan d'action. Alors, si dans votre plan d'action, pour le décret tertiaire, vous avez listé un plan d'action sur la réduction de l'énergie, ça peut venir, bien sûr, euh, inspirer les actions que vous allez mettre en place dans votre plan d'action pour la clé verte. Bonjour. Pour tout ce qui est bilan carbone, si une personne de l'entreprise est habilitée à le faire niveau 1, niveau 2, faut-il forcément passer par un prestataire extérieur? Alors, en théorie, dans ce cas-là, si vous le faites en interne, on va falloir bien justifier de la méthodologie employée, de l'outil de calcul utilisé. C'est un travail qui est long, qui est fastidieux. Nous, on l'a fait l'an dernier à Interagir. Euh, voilà, on a été aidé par un cabinet pour nous fournir la matrice. Donc voilà, si vous avez les capacités de le faire en interne, pourquoi pas, mais il faudra vraiment justifier de la méthodologie employée. Pouvez-vous nous réexpliquer la partie sur les collaborations actives d'associations? Deux dons ne valident pas, mais si c'est un don annuel qui est par trimestre ou lissé sur l'année. Alors, sur les collaborations actives avec les associations ou d'autres organismes du territoire. Donc, deux dons ne valident pas. Ça, on avait bien compris ce point-là. Mais si c'est un don annuel qui est par trimestre ou lissé sur l'année. Pour le don, tout ce qui compte, c'est qu'il y ait un don par an. Si vous le lissez sur l'année, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Il faudra bien justifier, par contre, chaque année que vous ayez réalisé le don. Ce qu'on n'a pas précisé sur les dons, c'est que pour valider un don, on va vous demander qu'il soit à hauteur, au minimum, la valeur moyenne d'une nuitée dans votre établissement. Si vous le lissez sur l'année, ça peut être plusieurs petits dons, mais le total doit arriver à la valeur moyenne d'une unité dans votre établissement. Est-ce que Too Good To Go peut être une collaboration active? Non, ce n'est pas considéré comme une collaboration active dans le référentiel Clé verte. Est-ce que le référent peut être le gérant? Oui, le référent peut être le gérant et dans ce cas-là, le critère 13 demandant d'effectuer des réunions avec le directeur de l'établissement est non applicable. Si un camping a moins de 5 salariés, un référent environnemental n'est pas obligatoire. Faut-il tout de même organiser une formation pour les employés? Le référent environnemental est obligatoire, quel que soit le nombre de salariés au sein de l'établissement. C'est la personne avec laquelle c'est la personne avec laquelle l'équipe Clé Verte va échanger sur votre, démarche. Par contre, effectivement, la formation de ce référent environnement n'est pas obligatoire si votre établissement a moins de 5 salariés. Question 2, tes critères CERP, voilà, ça, donc on y a répondu à la question de Stéphane. Question de Nancy. Pour le critère 4, nous accueillons des classes de découverte sur la thématique de l'environnement. Par ailleurs, nous sommes également membres d'un dispositif
ERE en Bourgogne-Franche-Comté, est-ce que cela permet de valider ce critère? Alors pour la première action, là on ne va pas avoir assez d'infos pour vous répondre. Ça va dépendre voilà, est-ce que vous collaborez avec d'autres acteurs du territoire qui viennent intervenir, par exemple sur ces classes thématiques, ou est-ce que juste vous louez comme un service classique de location à une école pour les classes découvertes. Donc ça va dépendre voilà, de à quel point vous travaillez avec des gens du territoire sur ces classes thématiques. Et ensuite, sur le dispositif ERE, encore une fois, sans plus de détails, on ne pourra pas vous répondre tout de suite. Moi, ce que je vous conseille, c'est de contacter Junior Ligan, qui est référent Bourgogne-Franche-Comté, et qui pourra peut-être plus vous donner de détails sur est-ce que le dispositif ERE rentre dans le critère ou non. Est-ce qu'il y a un nombre de critères facultatifs conseillés minimum à valider pour franchir le seuil de la labellisation? Donc, comme on le disait, pour obtenir la labellisation clé verte, vous devez impérativement valider tous les critères impératifs et les critères conseillés sont là pour valoriser votre démarche ou pour aller plus loin ou pour vous améliorer continuellement dans votre démarche environnementale. C'était pour quels critères NCV, je acceptation pense que c'était pour le critère initiative en faveur du personnel ou de la ou de la clientèle. clientèle? Pour la formation du référent environnement, avez-vous des suggestions de formation autodidacte? Alors, on en a, il faut un peu qu'on les remette à jour chaque année parce qu'elles évoluent. On pourra vous les communiquer. N'hésitez pas à se rapprocher de votre référent régional qui pourra vous les communiquer. Pour le critère 4, est-ce que les participants à la réunion peuvent nous indiquer les collaborations qu'ils ont mis en œuvre car les exemples sont limités dans les outils et bonnes pratiques? Oui, si d'autres participants ont déjà mis en place des actions, n'hésitez pas à dire ce que vous avez fait. Peut-être que ça donnera des idées à d'autres participants. Je veux dire, est-ce qu'un replay sera disponible ainsi que le support de présentation? Le replay sera bien disponible sur le site de la Clé Verte et vous recevrez aussi un lien par mail dans quelques jours. D'ailleurs, vous recevrez aussi un lien qui vous permettra de vous inscrire à une autre session uniquement dédiée à une session de questions-réponses. Il y aura plusieurs sessions de questions-réponses qui seront proposées dans quelques jours, début décembre. Donc, vous pourrez bien sûr vous inscrire et poser toutes les questions qui vous restent. Le référent environnemental peut-il être en alternance M2 Finance Responsable? Malheureusement, non. Le référent environnement doit être un salarié à temps plein, un CDI au sein de l'établissement. Où peut-on récupérer les visuels de cette présentation? Et Pablo les vient de... premiers webinaires. Alors, les supports, je pense qu'ils seront disponibles en ligne. Euh, En tout cas, le replay sera disponible Mm. et les visuels sûrement, mais ça, je ne peux pas encore vous dire exactement où. Mais tous ceux qui sont inscrits recevront des emails au fur et à mesure de la remise en ligne des supports et des vidéos. Puis-je repartager le lien avec la personne qui sera référente avant qu'elle puisse participer? Des questions-réponses, oui, bien sûr, si vous pouvez le transmettre à la personne qui sera référente. Ça, on a répondu. Méthodologie bilan carbone développée par l'ADEME, ça pourra valider le critère numéro 5. Potager City compte comme une collaboration avec une asso locale. Encore une fois, sans plus de détails, je ne peux pas vous répondre. Bonjour, où peut-on voir le replay de ces conférences? Elles seront sur le site internet et elles vous seront envoyées par mail. Oui, nous collaborons avec différents prestataires. Bah alors, sûrement que ça peut rentrer dans le critère 4. Euh, voilà, n'hésitez pas à échanger dessus avec Junior. Il pourra vous le confirmer. Euh, Le décret tertiaire permet également de valider le critère en vue de la réduction énergie des établissements. Donc ça, c'est sur le plan de réduction après le bilan carbone. Oui, alors là, vous pouvez aussi lister. Donc, si vous avez fait l'étape du bilan carbone, vous pourrez lister des actions que vous mettez en place dans le décret tertiaire comme des outils enfin, comme des méthodes de réduction de votre consommation et donc de votre bilan carbone in fine. Cadre de vie des clients se parfument à outrance. Peut-on leur conseiller ou interdire de ne pas utiliser de parfum dans la salle de bain ou chambre? Ça, c'est libre à vous. Voilà, nous, on vient pas vous donner d'obligations de la manière dont vous interdisez ou vous autorisez les clients à se parfumer. Mais ça, si vous arrivez à avoir ce dialogue avec vos clients, libre à vous. Le référent environnement doit être en CDI, mais doté à tremplin ou à mi-temps. Il peut être, enfin, il faut qu'il soit en CDI. Temps plein, c'est mieux. Mi-temps, ça peut être accepté. Ça peut être accepté.
On a une main levée. Hélène Frisch, est-ce que vous voulez que j'ouvre votre micro? Peut-être si vous ne pouvez pas taper. Alors, attendez, peut-être que je peux. Si- Là, est-ce que tu peux lui ouvrir son micro? Juste ouvrir son micro. Hélène, on vous a ouvert le micro si vous voulez poser une question. Il nous reste quelques minutes. Voilà, est-ce qu'on avait répondu à votre question ou pas? Oui, vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend. Oui, bonjour. En fait, je sais pas ce qui se passe, j'ai pas accès au chat, donc il y a des choses que j'ai pas D'accord. pu mettre dans le chat. Moi, j'avais des questions concernant il y a déjà des choses qui ont été répondues, des questions concernant la formation des employés. C'était pas très clair pour moi. Si l'établissement a maximum 49 chambres, Oui. la formation de 7 heures pour le responsable environnement, la formation de 7 heures, elle s'applique ou pas? C'était pas très clair en fait. Pour le responsable environnement et les employés, est-ce que vous pourriez juste redire, ce qu'on a comme obligation de formation? Quel type de formation si on a moins de 50 chambres? Pour le référent ou pour les employés? Pour les 2 en fait, parce que c'était Pour les deux. différent je crois, hein, Alors, c'est ça? Ouais, alors, pour le référent, merci. si vous avez moins de 50 chambres, on acceptera les formations autodidactes. Il faudra bien qu'il y ait un effort de formation, mais il pourra être fait en autonomie. D'accord. Pour les salariés. Pour les salariés, là, il n'y a pas d'histoire de chambre. Si vous avez plus de 5 salariés, on va bien vous demander d'informer et de former vos salariés, quel que soit le nombre de chambres ou de locatifs que vous avez. Ah, d'accord, et du coup, les formations, parce qu'on a des formations qui sont proposées aux éco-gestes, on est sollicité beaucoup pour tout ce qui est fresques du climat. Ça, c'est considéré comme de la formation ou de l'information? La fresque du climat, ça peut être une étape de Ou achat l'information. responsable, par exemple, parce que Ouais. ça est très bien fait, achat responsable. Enfin, achat oui, c'est ça. C'est- c'est- L'économie circulaire, pardon. Ça peut être des étapes sur l'information, enfin, ça peut être voilà, des étapes sur l'information, même si après on vous demandera un peu de compléter par la présentation de la démarche clé verte. Par contre, ce ne Ouais, sera pas de la formation. La formation, on a d'accord. un regard plus pratique, plus terre à terre. Vraiment, ça va être sur les gestes au poste ou Ouais, sur les d'accord, consignes. Voilà. C'est pour ça que beaucoup passent par des fiches de poste, par exemple, pour les formaliser, ou des notices affichées dans l'espace du personnel. d'accord. Très bien, donc on n'est pas obligé de passer par ces formations qui nous sont proposées là par les Non, échos, enfin, éco-gestes que bon, ça reste quand même très général. Moi, on n'était pas super contents de ce qu'on avait eu, donc c'est pour ça que je posais la question. On envisageait de faire des formations en interne. Donc non, c'est non. faisable pour les petits établissements. OK, Oui, bien sûr, pour le d'accord, personnel, la plupart font en interne et on accepte. d'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Alors, je crois qu'il restait quelques petites questions dans l'onglet questions-réponses. Alors, la question d'Ingrid, on y a déjà répondu. Et le webinaire sera disponible en replay, donc on a à peu près répondu à tout. Alors, j'ai une question sur le chat. Si un camping est intercommunal, est-ce que si la ville participe à des actions environnementales, est-ce que cela peut valider le critère? Il faudrait justifier que des membres du personnel du camping ont participé à ces actions environnementales. Stéphane qui demandait mon contact d'Aya vous a mis dans le chat la page avec tous les contacts des référents Clé Verte. Donc là, tous ceux qui sont Mm. concernés peuvent contacter les référents de leur région. Le replay sera bien disponible. Alors, on va prendre une dernière question et après il va falloir qu'on Mm. clôture. Nous avons 4 personnes en CDI et un alternant sur l'année complète. Doit-on le former en externe? Avec la basse saison et en haute saison, nous montons environ 30 personnes, mais les CDD. Alors, donc, il faudra, enfin, l'alternant, comme les 30 personnes qui passent par l'établissement dans votre personnel, doivent bien être formés aux éco-gestes, gestion de l'eau, gestion de l'énergie, gestion des déchets. Ça peut être fait en interne, mais comme vous quatre en CDI, plus toutes les personnes on passe au-dessus de la barre de 5, euh, donc il faudra bien une formation, pas forcément par un cabinet externe, mais bien une formation sur les gestes au poste, achat, déchets, eau, énergie, etc. Voilà, si vous avez d'autres questions, de toute manière, vous recevrez bientôt les invitations pour les sessions questions-réponses. Vous retrouvez les autres webinaires dans le reste de la semaine. Le programme est sur le site de la Clé Verte, sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à consulter donc Instagram, LinkedIn, le site internet, à contacter tous les référents régionaux, revoir le replay si vous avez besoin.
Exactement. Et sachant que si vous n'avez pas la possibilité de participer au prochain webinaire, n'hésitez pas à vous inscrire parce que c'est ce qui assure la réception du replay par la suite. On vous souhaite à tous une très bonne journée et peut-être à bientôt pour une potentielle candidature. Bonne journée.